D'abord, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. On se souvient qu'à l'époque, lorsque l'administration Trump avait annoncé sa décision, beaucoup de spécialistes autoproclamés du Proche-Orient avaient menacé le risque d'une conflagration générale dans la région, qui, heureusement, évidemment, n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu non plus de suivi d'autres pays dans le monde, à part un ou deux pays d'Amérique latine. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, ce matin, je voudrais revenir avec vous sur un événement majeur, on va dire, de ces dernières années. Il y a 5 ans, s'ouvrait à Jérusalem l'ambassade des États-Unis. Le transfert de cette ambassade décidé par l'administration Trump de Tel Aviv à Jérusalem. On se souvient à l'époque de l'effervescence que cela avait provoqué. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, quel bilan peut-on dresser de ce changement? Est-ce que, on va dire d'abord premièrement, est-ce que d'autres pays ont répondu massivement à cette démarche de Donald Trump, ou finalement c'est resté lettre morte? Et comment peut-on mesurer, on va dire, l'impact de cette démarche? D'abord, la guerre de Troie n'a pas eu lieu. On se souvient qu'à l'époque, lorsque l'administration Trump avait annoncé sa décision, beaucoup de spécialistes autoproclamés du Proche-Orient avaient menacé le risque d'une conflagration générale dans la région, qui, heureusement, évidemment, n'a pas eu lieu. Donc, je dirais, les menaces se sont avérées être fausses. Il n'y a pas eu de conflagration générale après le transfert de l'ambassade. Mais il n'y a pas eu non plus de suivi d'autres pays dans le monde, à part un ou deux pays d'Amérique latine. Mais à part cela, les États-Unis, pour l'instant, sont le seul pays qui ont transféré leur ambassade à Jérusalem, ce que je regrette. Mais je pense que pour l'instant, tant que le statu quo est maintenu sur la question de Jérusalem, tant que les négociations entre Israël et les Palestiniens sont bloquées, je ne vois pas d'autres pays, effectivement, suivre le pas, à part, comme je l'ai dit, de rares pays d'Amérique latine ou d'ailleurs, sur lesquels il y a une forte influence des évangélistes. Pourquoi justement, effectivement, il n'y a pas eu d'autres pays, parmi les pays, on va dire, populistes, comme la Pologne, comme la Hongrie, comme d'autres pays que l'on assimile aujourd'hui au niveau du régime, parfois un régime très conservateur. Pourquoi ces pays n'ont pas suivi la démarche de Donald Trump, à votre avis? Ils n'ont aucun intérêt de le faire. Je rappelle que la Pologne, par exemple, continue de voter systématiquement contre Israël aux Nations Unies. La Pologne a certes un gouvernement de populistes, mais elle a aussi ses intérêts dans le monde arabe et dans le reste du monde. Elle n'a aucun intérêt politique ou diplomatique à prendre le risque d'un transfert de l'ambassade à Jérusalem. Même chose pour Viktor Orban. Lui aussi a ses propres intérêts dans le monde arabe, et pour lui, cela n'a aucun intérêt, à ce stade en tout cas, de prendre un tel risque politique. Alors, vous parliez des évangélistes aux États-Unis, mais il faut bien avouer que l'administration Biden elle-même n'a pas décidé de revenir en arrière et de transférer à nouveau l'ambassade à Tel Aviv. Finalement, alors que de manière presque systématique, l'administration Biden a effacé tout ce qu'avait fait Donald Trump, elle a laissé ce point-là, elle a maintenu d'une certaine manière l'ambassade à Jérusalem. Pourquoi? Il s'agit d'un sujet consensuel aux États-Unis. Je rappelle que aussi bien les démocrates que les républicains, tous les candidats démocrates et républicains depuis le passage de la loi en 1995 qui enjoint le président des États-Unis à transférer l'ambassade à Jérusalem, tous les candidats aussi bien républicains que démocrates s'étaient engagés à le faire. Certes, seul Trump l'a fait, mais Biden ou aucun autre dirigeant démocrate, à part l'aile plus radicale de quelques représentants démocrates, ne s'oppose ou ne s'est opposé au transfert de l'ambassade. Même chose pour la question des accords d'Abraham. Là aussi, les démocrates soutiennent les accords d'Abraham. De toute façon, Biden est très en faveur des accords d'Abraham. Bon, il s'agit là de sujets consensuels aux États-Unis. Et encore une fois, tous les autres candidats, même démocrates, s'étaient engagés également eux-mêmes à transférer l'ambassade des États-Unis. Il y a eu des pays qui ont voulu déplacer leur ambassade, qui sont par la suite rétractés. Cela signifie qu'Israël aussi peut-être n'a pas réussi à faire passer un message à ce niveau-là? Il faut bien comprendre que du point de vue des pays, ils regardent avant tout leur intérêt.
Et la question de savoir pour eux quel est leur intérêt à transférer l'ambassade. Est-ce que le jeu en vaut, oui ou non, la chandelle? Et il s'avère que pour l'instant, la réponse est majoritairement négative. Et en ce qui concerne Israël, je crois qu'il ne suffit pas de répéter que Jérusalem est la capitale d'Israël. Pour la plupart des pays du monde, eh bien, ils ne veulent pas franchir le pas tant qu'ils ne voient pas, en tout cas, l'ébauche d'une solution, en tout cas partielle, et d'un accord sur le statut final de Jérusalem. Tant que cela n'aura pas lieu, je ne pense pas que d'autres pays suivront. Est-ce qu'il y a eu un lien de cause à effet entre, par exemple, cette décision de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et puis, on va dire, la volonté du djihad islamique, du Hamas ces dernières années de développer cette équation entre Gaza et Jérusalem, de remettre en cause, de multiplier les effervescences, les causes d'effervescence sur le mont du Temple et dans la région de Jérusalem? La question du mont du Temple et de Jérusalem a toujours été récupérée par les Palestiniens et pas seulement par le Hamas. C'est quelque chose qui remonte déjà à l'époque de Haj Amin al-Husseini dans les années 20 et 30 du siècle précédent. Donc la centralité de Jérusalem et du mont du Temple et la récupération de ce sujet par le Hamas n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc évidemment, dès qu'il y a des intercations sur le mont du Temple, le Hamas et le djihad islamique récupèrent cela pour provoquer des attaques de missiles contre Israël. Quelle que soit la décision des États-Unis sur leur ambassade, ça a toujours été un sujet central dans la propagande du Hamas et du mouvement palestinien en général. Cette semaine, on le sait, c'est à la fin de la semaine, il y a les festivités du Yom Yerushalayim, de la réunification de Jérusalem. Vous avez l'impression que cette fois-ci, le Hamas, après ce qui s'est passé ces derniers jours avec le djihad islamique, peut menacer à nouveau, comme il l'avait fait en 2021, il y a 2 ans, de tirer en direction du territoire de Jérusalem et de renouveler cette équation? Je pense qu'étant donné que nous nous trouvons juste après un nouveau round de tirs et d'intercations entre Israël et la bande de Gaza, je vois difficilement comment après l'accord de cessez-le-feu qui a été agréé entre Israël et le djihad islamique, par l'intermédiaire de l'Égypte, le Hamas prendrait encore un tel risque aujourd'hui. Ça me paraît improbable du fait de ce contexte, mais tout dépendra aussi également de la façon dont cela est géré du côté israélien. Eh bien, professeur Emmanuel Lavonne, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc de ce 5e anniversaire du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Son inauguration, on s'en souvient, en grande faste avec Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump, ainsi que l'ancien ambassadeur David Friedman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Emmanuel. À bientôt.